j'en profite pour accueillir Monsieur Nicolas Rode, qui est Head of Alternative Asset Investment à Rail et compagnie. Merci. Bonjour tout le monde, histoire d'éviter déjà problème féminin-masculin. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder un sujet, le problème des fake news, qui est lui-même un sujet complexe, et de le mettre dans un autre sujet complexe, qui est le problème des marchés financiers, le problème qui est les marchés financiers, qui sont eux-mêmes un animal relativement complexe, même relativement très complexe, dont à peu près personne n'arrive à dire exactement comment ça fonctionne. Alors... Ah, il y avait un petit bouton. Voilà. Bon. Voilà. Ok, donc un peu comme Madame Kempfen ce matin, j'ai essayé de définir en fait les fake news en commençant par traduire, parce qu'effectivement souvent l'anglais a tendance à simplifier les choses, et on réalise que, bon, déjà pour commencer en préambule, en fait les fake news c'est absolument rien de nouveau. Effectivement, depuis 2 ans, depuis que Donald Trump est au pouvoir, on en parle relativement souvent, mais sans vouloir être trop provocateur, peut-être que finalement nos sociétés judéo-chrétiennes sont basées sur des fake news. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai pas l'impression qu'on peut marcher sur l'eau, j'ai pas l'impression qu'on peut ouvrir la mer morte. Et la multiplication des pains, à part si on est un boulanger, ça me paraît relativement compliqué aussi. Donc peut-être que finalement on est tous dans un système de croyance qui est lui-même basé à la base sur des fake news. Maintenant, en essayant de traduire ce qu'est une fake news, alors j'ai essayé trois techniques. La première, totalement littérale, c'est une fausse nouvelle. Finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. On en a déjà vu des fausses nouvelles. Comme l'intervention d'avant, effectivement, des fausses nouvelles. Les chemtrails, c'est une fausse nouvelle. Le fait que la Terre est plate, c'est une fausse nouvelle. Le fait que les vaccins peuvent provoquer de l'autisme, alors là, c'est peut-être un petit peu plus tendancieux. Peut-être que là, on se heurte en fait à une vision qui est différente de celle du consensus, qu'il faut absolument vacciner ses enfants, que c'est quelque chose qui est absolument indiscutable. Au final, il faudrait faire une cohorte d'enfants qu'on ne vaccine pas, les mesurer vis-à-vis d'une cohorte d'enfants qu'on a vaccinés, et à la fin de leur vie, regarder si certaines populations a développé des maladies ou d'autres. Malheureusement, on ne peut pas faire ça, parce que ça serait trop choquant d'utiliser des êtres humains pour faire des tests. Donc, deuxième définition, contre-vérité. C'est pas terrible non plus, parce que contre-vérité, je trouve que ça demande de définir ce qu'est la vérité. La vérité, je ne sais pas pour vous, pour moi, les impôts et la mort sont deux choses qui sont absolument, totalement vraies. Pour le reste, on tombe très rapidement dans le subjectif. Et pourquoi on tombe dans le subjectif? On tombe dans le subjectif à partir du moment où on va émettre une interprétation en fait, sur un sujet d'actualité, sur une information, sur une nouvelle. À partir du moment où c'est interprété par un consortium de journalistes, par quelqu'un qui veut donner son avis, à ce moment-là, on tombe tout de suite la vérité devient un petit peu détournée. Troisième définition, une interprétation alternative de fait. Alors ça, c'est quelque chose, on a appelé ça les alt-facts aux États-Unis récemment. En fait, le problème des alt-facts, c'est ce que je mentionnais sur les vaccins. C'est est-ce que finalement, quand on sort du consensus, est-ce qu'on est dans la fake news? Est-ce qu'on est dans une interprétation alternative? Ou est-ce qu'on est finalement le 1% de la population qui voit quelque chose différemment ou qui voit ce que le reste du monde ne voit pas? C'est des questions qui sont ouvertes. En tout cas, dans le monde merveilleux de l'économie et de la finance, la plupart du temps, chaque fois qu'on voit des fake news ou qu'on arrive à en identifier, elles ont systématiquement un but très précis. C'est toujours, vous devinez très bien, je pense que c'est un but d'enrichissement systématiquement. Mais elles sont en fonction du but qu'elles veulent atteindre, c'est structuré de manière différente. Bon, juste en parenthèse, quelques exemples célèbres. Effectivement, le discours de Colin Powell aux Nations Unies sur les armes de destruction massive en Irak. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire aujourd'hui que c'était des fake news, parce qu'a priori, personne semble être allé en Irak.
Mais visiblement, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. En revanche, après la destitution de Saddam Hussein, les États-Unis ont probablement pu avoir des contrats de gaz, de reconstruction, de pétrole, etc. Bon, finalement, l'État islamique, c'était un dommage collatéral, mais ça a profité à une partie, pas de la population, mais une partie des entreprises. Le deuxième exemple qu'on peut mentionner, qui est relativement célèbre, c'est Stratton Oakmont, qui est une firme, un broker-dealer américain des années 80, qui a été interprété en fait par Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, qui interprétait Jordan Belfort, qui était le boss de cette boîte, qui était en fait une compagnie active dans un système qui s'appelle le pump and dump. On reviendra un petit peu plus tard sur ce qu'est le pump and dump, qui c'est quelque chose de très, très à jour aujourd'hui en tout cas. L'impact a été l'enrichissement assez rapide et très fort en fait des propriétaires de Stratton Oakmont. Ils ont fini en faillite, ils ont fini en prison. Et finalement, la SEC, le régulateur des marchés américains, a mis en place toute une série de règles qui aujourd'hui rendent le pump and dump une activité totalement illicite, ça c'est sûr, mais surtout beaucoup plus compliquée à faire. Et aujourd'hui, le pump and dump s'est déplacé des marchés financiers aux crypto-monnaies. Je suis sûr que vous êtes tous très familiers avec le Bitcoin, l'Ether, le IOTA et toutes ces autres crypto-monnaies. Alors effectivement, le Bitcoin a eu un run incroyable à la fin de l'année dernière. Les gens étaient un peu animés par ce qui s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out, qui en français veut dire la peur de manquer quelque chose. Donc les gens achetaient en pensant que le truc allait continuer de monter au ciel. Mon père, qui est un ancien trader, me disait toujours « les arbres ne vont pas au ciel ». C'est exactement ce qui s'est passé. À 20 000, c'est retombé à 15 000. À 15 000, c'est retombé à 7 000. C'est retombé à 6 000 et ça vaut plus que 7 000 aujourd'hui. Ceux qui ont acheté à 20 000 en espérant que ça monte à 40 000, ils sont un peu coincés aujourd'hui, malheureusement pour eux. Alors, en finance, j'ai essayé de déterminer 3 types de fake news auxquels on peut être confronté en tant qu'investisseur. La première, c'est la fake news intentionnelle et scénarisée. J'entends intentionnel et scénarisé en ce sens que l'auteur a un but très précis. Il va mettre en place un système de communication autour de son concept, de son idée, de ce qu'il a envie de faire, de telle manière à atteindre son but. C'est exactement l'exemple du pump and dump, à savoir on crée une histoire, on crée un scénario autour d'un titre, autour d'une compagnie, autour d'une crypto-monnaie. On espère qu'il va y avoir assez de gogos qui vont suivre. On espère que notre scénario sera suffisamment bien ficelé pour que ceux qui sont moyennement gogos, finalement, vont aussi tomber dans le panneau. Et ensuite, on verra comment on en profite. La deuxième section, c'est ce qu'on appelle due diligence. Due diligence, finalement, c'est le travail d'analyse, de recherche, qui est très similaire au travail de journalisme. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a tous un problème de dépendance au travail d'autrui. Je me souviens quand j'ai passé ma maturité, quand j'avais la flemme de lire un livre, j'allais acheter à Payot le profil d'une œuvre. Effectivement, ça permettait d'éviter de lire les 400 pages de Céline, mais en revanche, je lisais l'opinion de quelqu'un d'autre que je répétais bêtement le jour de mon examen oral. Et effectivement, le prof de français avait 3 fois la même opinion sur Voyage au bout de la nuit. Donc il savait très bien que personne n'avait lu Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, ça va un petit peu plus loin. Tout le monde lit les mêmes tweets, tout le monde lit les mêmes sites. Et finalement, on est tous dans une espèce d'uniformisation de l'information qu'on gobe. Et on oublie de faire le travail de recherche. Donc j'ai mentionné en dernier bullet point problème de paresse. Je pense qu'on est tous devenus très paresseux et très fainéants dans la façon de faire les choses. Le troisième point, la troisième type de fake news, ça sera ce que j'appelle data related et algorithmes. C'est en fait finalement le titre de la présentation. C'est aujourd'hui les marchés financiers sont dominés principalement par des machines. Ces machines sont capables de lire de l'information, de l'interpréter, de la diffuser. Comment est-ce que ces machines arrivent finalement à lire de l'information comme nous? Est-ce que ces machines rendent les marchés financiers plus fragiles, moins fragiles, plus robustes, moins robustes? On va essayer de répondre à cette question un petit peu plus tard. Alors, dans le problème des fake news intentionnelles et scénarisées, finalement, on est vraiment dans on va directement aller au dernier bullet point, on est dans le problème du pump and dump. Donc, l'idée, c'est de se dire...
Moi, j'ai envie de profiter de créer une situation dans laquelle je vais être capable de générer un profit massif et très rapide. Donc, je vais prendre une position dans un titre XYZ pour une raison, parce que ce titre, je vais ensuite le scénariser de manière à le faire monter. Une fois que j'ai créé mon scénario et mon narratif autour de ce titre, pourquoi telle boîte de... Alors en général, c'est sur des toutes petites boîtes. Effectivement, on n'est pas capable de manipuler Amazon, Microsoft ou Facebook. En revanche, on est capable de manipuler ce qu'on appelle des micro-caps. Donc, c'est des compagnies qui sont très petites, qui sont traitées en général OTC, over the counter, des compagnies qui ne sont pas traitées sur des exchanges, sur des places de bourse totalement organisées. C'est des titres qui sont traités, on appelle ça les pink sheets aux États-Unis, c'est des titres qui valent qui valent quelques cents en général. Et donc on crée un scénario autour de ce titre. Il peut y avoir l'exemple assez classique, c'est les compagnies de biotech. Donc une compagnie qui est en train de faire des essais cliniques pour résoudre un problème massif, je ne sais pas moi, le sida, le cancer du sein, le cancer du cerveau ou bien n'importe quel autre truc. Soi-disant, la compagnie serait au stade numéro 2 des essais cliniques sur 3. Elle serait en train de passer du stade 2 au stade 3 parce que les résultats statistiques sont de très bonne qualité. Et puis, on diffuse l'information comme quoi la boîte a une probabilité de 100% de passer du niveau 2 au niveau 3. Ce qui va se passer, c'est qu'énormément d'investisseurs vont commencer à se dire c'est une super opportunité puisque le titre, finalement, cette bonne nouvelle n'est pas encore reflétée dans le prix du titre. Ils vont commencer à en acheter. Le titre, il va y avoir un effet boule de neige qui va faire que le titre va commencer à monter. Mais moi, en tant qu'instigateur en fait, de ce scénario, j'ai déjà pris une position en amont. Donc, imaginons, par exemple, j'ai pris une position lorsque le titre valait $1. Le titre vaut maintenant $4 parce que énormément de gens ont suivi mon scénario. Je m'en débarrasse à $4 tranquillement en ayant fait 4 fois la mise. Et puis, je laisse le reste du monde avec la patate chaude dans les mains parce qu'effectivement, le titre, la boîte n'est pas du tout en train de passer du niveau 2 au niveau 3, ne résout pas du tout le cancer du sein ni le sida. C'est juste une pauvre boîte au milieu du Wisconsin avec 3 employés. Donc c'est quelque chose qui était c'est une pratique qui était très très populaire dans les années 80, années 90 aussi. Aujourd'hui, ça arrive encore. Si vous tapez Pump and Dump, par exemple 2017 sur Google, vous trouverez plus d'une centaine d'exemples. Certains instigateurs se font arrêter, mettre en prison parce que le système américain est relativement strict. D'autres arrivent à passer entre les mailles du filet, mais la différence, si vous voulez, entre les années 80 et aujourd'hui, c'est la transmission de l'information. Dans les années 80, on avait ce qu'on appelle des boiler rooms. Donc, on avait une série de gens qui étaient dans des salles de marché, mais c'était finalement des grandes salles de téléphone, où les gens appelaient, c'était des brokers qui appelaient des retraités, des investisseurs, des mom and pops, comme on dit aux États-Unis, qui avaient 10, 15, 20 000 $ à investir. On leur disait, hey, vous voyez, cette boîte, elle est géniale, il faut investir. Et voilà, le processus se faisait, mais ça prenait un certain temps. Aujourd'hui, effectivement, avec Twitter, avec d'autres sources d'informations, donc on verra plus tard, l'information se diffuse plus rapidement, donc l'effet de bulle peut être créé beaucoup plus rapidement, mais peut aussi, quand ça explose aussi un petit peu plus rapidement. Alors, un exemple de Pump and Dump assez récent qui date de 2016 sur une boîte qui s'appelle Giggle Hugs, totalement inconnue au bataillon. Elle a gagné 3500%. Je vous ai mis en bas à droite de la slide une recommandation qui était sur LinkedIn en 2016. J'ai caché le nom du type parce que peut-être que cette boîte est tout à fait valable, c'est juste que le timing était mauvais. Mais voilà, donc ceux qui étaient investisseurs avant la hausse de 3500%, ils étaient bien contents quand le titre valait 25 cents, pour autant qu'il soit sorti à ce niveau-là. Vous voyez que le volume de transactions aussi était relativement inhabituel. Ce n'est pas le genre de titre pour lequel il y a autant de transactions. Donc c'est ce genre de choses qui permettent d'identifier finalement la diffusion d'une fake news, mais finalement d'un système de communication organisé de telle manière à générer des profits massifs. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'était le problème de due diligence. Donc, en tant qu'investisseur, notre travail principal, finalement, comme je mentionnais avant, c'est un travail de recherche, d'analyse. C'est exactement le même travail que celui d'un journaliste
Sauf que, contrairement au journaliste qui doit publier absolument l'article pour le vendredi matin, on peut se permettre d'avoir des petits problèmes de délai dans le monde de la finance. Donc on peut toujours expliquer à son boss que finalement on n'est pas complètement convaincu de notre investment case et qu'on doit faire des recherches supplémentaires. Le processus de due diligence, comme le journalisme, c'est long, c'est fastidieux, ça demande de l'expertise, ça demande de la résilience, ça demande d'avoir accès à un certain réseau, ça demande d'avoir accès à des données qui sont, dans le monde de la finance, 99% du temps, elles sont payantes et elles sont extrêmement chères. Mais surtout, ça demande de savoir ce qu'on fait et ça demande d'être vraiment au courant de la recherche qu'on est en train de faire. Le but du due diligence, c'est de faire en sorte, on appelle ça de checker les box, d'être sûr que finalement notre investissement va correspondre à toute une série de critères de qualité qu'on s'est définis pour soi-même, qu'on a définis pour son entreprise ou pour son client. De dire à savoir, c'est un investissement premièrement, qui n'est pas frauduleux, ça c'est sûr, qui va avoir une probabilité de rendement de temps au-delà d'un horizon temps de telle période, qui va répondre à toute une série de critères. Et il y a deux manières principales, la recherche primaire et la recherche secondaire. La recherche primaire, c'est lorsque, en fait, on va créer soi-même les données qui vont nous permettre de faire de l'analyse. Alors pour vous donner un exemple, je vous donne un exemple d'une boîte qui s'appelle Dialog, qui est une boîte allemande qui fait des microchips en fait pour les iPhones. Et je suis ami avec un type qui était persuadé que Dialog était en train de perdre le contrat qu'ils avaient avec Apple. Alors comme vous imaginez, c'est de l'information qui est totalement privée, qui est absolument pas publique. Donc, hormis son intuition, il avait absolument rien. Alors ce qu'il a fait, il a pris un billet d'avion et une chambre d'hôtel pendant 1 mois pour s'installer dans la ville où l'usine de Dialog était installée. Et il s'est installé dans un café toute la journée, en face de Dialog, pour essayer de discuter avec les ingénieurs, les employés, les chefs de ressources humaines, etc., de Dialog, pour essayer de voir si finalement son intuition était bonne et si les employés de Dialog étaient en train de quitter Dialog. Et après 1 mois de recherche, il a réalisé qu'effectivement, il y avait une quinzaine d'ingénieurs qui avaient donné leur démission, que le chef des ressources humaines avait donné sa démission, que finalement l'ambiance au sein de l'entreprise était relativement délétère, que le management était absent et lorsque le management n'était pas absent, le management était relativement inquiet et que finalement les employés qui quittaient avec le sourire, comme s'ils avaient l'impression de savoir que leur job, qu'ils avaient trouvé un job à côté. Donc il a pris une position à découvert sur le type de dialogue en attendant qu'une annonce soit faite. Le management de Dialog a reçu l'annulation du contrat de Apple. Donc ils ont perdu leur principal client. Le jour où ils ont annoncé ça, le titre a perdu 40%. Et mon ami a pu profiter justement de cette chute grâce à cette recherche primaire. Alors, la recherche secondaire, ça aurait été pour moi de me dire, finalement, il a fait un super job d'analyse. Puis je lui fais confiance, c'est un copain. Et en fait, il a eu des bons coups dans le passé, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je vais me baser uniquement sur sa recherche. Ça, c'est la recherche secondaire version basique. La recherche secondaire un petit peu plus étoffée serait de dire, finalement, il a une bonne intuition, mon copain. Je vais aller regarder qu'est-ce que d'autres pensent là-dessus. Alors, je vais faire des recherches chez des brokers, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc., UBS, qui vont probablement avoir des recherches dont les bords sont relativement arrondis. Les avis ne seront pas complètement tranchés. Donc, je vais aller faire des recherches un petit peu à d'autres endroits. Et au fur et à mesure de mes recherches, finalement, c'est là qu'en tant qu'investisseur, on risque d'être confronté à de l'information qui est mal diffusée ou qui est diffusée avec un objectif, parce que les sources d'informations qu'on a à disposition, finalement, elles sont gigantesques. Alors là, j'en ai mis vraiment quelques-unes. En bas, vous voyez Bloomberg, qui est l'équivalent du temps, peut-être pas du temps, l'équivalent du New York Times pour la finance. Juste à gauche, CNBC, qui est la TSR de la finance. Au milieu, Zero Hedge, qui est un site que certains vont qualifier de totalement conspirationniste, d'autres vont qualifier de génial et d'autres vont qualifier de très, divertissant. Mais toujours est-il que les sites qui sont intéressants, que j'ai mentionnés, c'est Seeking Alpha en haut et StockTrader.com. Finalement, c'est des sites
qui sont uniquement des réceptacles à information. Donc n'importe qui, ici, dans cette pièce, peut créer un compte et finalement diffuser son opinion, informée ou pas informée, en 300 caractères comme en 5000 caractères, pour donner son opinion sur un titre, sur une situation macroéconomique, sur n'importe quoi. Est-ce que Seeking Alpha et StockTrader.com vont faire du contrôle sur ce qu'ils diffusent? Rien du tout, parce que c'est des usines à clics. Ils gagnent de l'argent, en fait, le plus il y a d'audience, le plus ils gagnent de l'argent. Donc finalement, ils ne font pas partie d'un écosystème qui s'autorégule lui-même. En tant qu'investisseur, je sais que l'information que je vais avoir chez Seeking Alpha, je vais certainement avoir un Amerlo du Midwest qui passe sa journée devant son ordinateur à diffuser des informations sur tel ou tel titre et qui passe sa journée à regarder CNBC et Fox News pour reprendre l'exemple d'avant. Donc l'information sera relativement biaisée. Alors que sur Bloomberg, comme sur Le Temps, c'est pas le concept de charte, c'est surtout que c'est un écosystème qui est autorégulé, en ce sens que un journaliste qui va diffuser de manière volontaire des informations qui sont fausses sur Bloomberg ou sur Le Temps va être certainement sanctionné par sa rédaction dans un premier temps, va être viré dans un deuxième temps, mais surtout sa réputation va être salie au point qu'il va devoir se recycler certainement chez Seeking Alpha ou chez Le 20 minutes. En tous les cas, les sites sérieux ou les sources d'informations sérieuses ont leur propre garde-fou. Donc en tant qu'investisseur, même en tant que chercheur, en tant qu'étudiant, en tant que n'importe quoi, ce qui est important, j'avais mentionné le problème de paresse, c'est de ne pas être paresseux et d'être certain qu'on arrive à comprendre et qu'on arrive à savoir quels sont les biais et quels sont les angles et les approches éditoriales qui sont utilisées par les sources d'informations qu'on va utiliser. À savoir, le Figaro, tout le monde sait que c'est un journal qui est de droite à fond, donc forcément que le Figaro ne va jamais publier un article qui sera dithyrambique sur Mélenchon. En revanche, si on lit La Croix, on sait que c'est un journal qui est super catholique. Il y a très peu de chances qu'ils aient des articles qui soient de très bonne qualité sur, je sais pas, enfin, vous voyez le point, vous voyez où je veux en venir. Je me perds un peu, mais vous voyez où je veux en venir. Donc c'est vraiment être certain qu'on comprend les sources qu'on va utiliser. Maintenant, j'avais un petit exemple rapido où j'ai aussi anonymisé qui et quoi. C'est un cas assez intéressant. C'est un hedge fund américain qui fait à peu près 750 millions de dollars en taille, donc c'est assez significatif. Où eux, en fait, ils ont pris une approche qui est un peu, c'est pas pump and dump, mais franchement, c'est assez proche. Donc eux, ils publient de la recherche hyper détaillée sur des compagnies. La recherche ils peuvent autant dire que, alors là, Mellanox, en général, en l'occurrence, ils n'aimaient pas du tout. Mais alors, sur Mellanox, ils disent que c'est une boîte qui allait perdre 75%. Donc ils peuvent autant dire que la boîte, elle ne vaut pas un clou et qu'elle va perdre 75%, que la boîte, elle est totalement sous-évaluée et qu'elle devrait prendre aussi 100%. La recherche qu'ils publient, ils la mettent à disposition du grand public. Donc c'est disponible plus ou moins en même temps sur les sites spécialisés ou les systèmes type Bloomberg ou Reuters. Et ensuite, c'est disponible sur leur site. Ils tweetent, enfin, ils utilisent très bien tous les réseaux sociaux. Leur recherche est extrêmement détaillée, c'est vraiment bien fait, mais on se retrouve dans le problème en tant qu'investisseur, de celui qui va questionner le spécialiste. Je m'explique. Le point, c'est si vous n'êtes jamais allé je sais pas, je vais dire au hasard, au Bhoutan, et que vous avez un spécialiste du Bhoutan qui est interviewé à la TSR, suffit que le type il soit capable de parler du Bhoutan pendant 12 minutes sans faire d'erreurs grossières et en expliquant que finalement il y allait 3 fois et puis que le Bhoutan c'est un très beau pays, vous allez avoir tendance à vous dire que finalement ce type-là, il est bien plus spécialiste que vous, donc il a de l'information qui est correcte. Et eux, ils utilisent un peu ce biais de l'être humain en se disant qu'ils vont publier de la recherche qui est très détaillée, qui est très chiffrée, qui va prendre certainement un temps gigantesque à être digéré par les investisseurs. Pardon. Et en faisant ça, en fait, ils se mettent en avant et ils empêchent un petit peu d'autres investisseurs
d'aller contrecarrer leur façon de faire. Alors des fois ça marche. Dans l'exemple de Mellanox, effectivement, le titre a perdu 72% en droit derrière. Aujourd'hui, il a quasiment repris tout ce qu'il a perdu. Mais à l'époque, en 2013, en 2012-2013, ben voilà, ce fonds a gagné beaucoup d'argent là-dessus. Récemment, ça ne marche pas tout le temps. Récemment, ça n'a pas vraiment marché. Et sur Proteostasis, qui est une boîte de biotech, ils ont essayé la même chose en estimant que le titre devait perdre entre 70 et 90%. Ils ont fait l'annonce le 30 mars et le titre a absolument rien fait depuis le 30 mars. Donc ça ne marche pas toujours. Donc en conclusion sur la partie due diligence, ça fait un peu vieux idiot, mais il faut vraiment faire ses devoirs. Quand on fait de la recherche, du journalisme ou peu importe ce qu'on fait, il faut faire ses devoirs. Le meilleur exemple, c'est l'exemple TripAdvisor. Il faut comprendre aussi comment les outils qu'on a en face de soi, comment ils fonctionnent. Le meilleur exemple, le plus simple à comprendre, c'est l'exemple TripAdvisor. Si vous voulez réserver un hôtel en Grèce cet été et que sur TripAdvisor, il y a un hôtel qui a une très très mauvaise note, enfin, qui a une série de très mauvaises notes, on vous dit que cet hôtel il est tout pourri, il est en face d'une décharge et puis le personnel est vraiment pas sympa. Si vous regardez qui a écrit les commentaires, si vous voyez que c'est des gens qui ont écrit 1 ou 2 avis maximum, probablement que c'est des avis qui ne sont pas relevants. En revanche, c'est des gens qui ont écrit 150, 200, 300 avis, peut-être que c'est des avis qui sont relevants. Donc il faut aussi être capable de pondérer différemment les avis qu'on va lire en fonction de où ils viennent et de comment ils sont structurés. Donc c'est un peu le message sur la partie due diligence. Le troisième point que je voulais aborder, c'était sur donc les machines, donc la structure des marchés financiers. Donc aujourd'hui, les marchés financiers, c'est un animal c'est des animaux qui sont extrêmement compliqués parce que c'est les premiers à profiter de la technologie qui existe. Alors j'ai mentionné 3 choses, fibre noire, tour à micro-ondes et colocation. La fibre noire, c'est simplement de la fibre optique qui vous est dédiée. Donc si vous voulez acheter de la fibre noire pour aller de Paris à New York, vous allez travailler avec une boîte de télécom qui va soit vous louer une partie de la fibre optique parce que la fibre optique, techniquement, ça part de Paris, ça passe sous l'océan et ça se retrouve à New York. Ils vont vous louer une partie, donc vous avez une partie de la route qui vous est dédiée uniquement à vous. Donc vous savez que la transmission de vos données n'est pas dépendante de la masse, de la quantité de l'utilisation de la fibre optique. Ou alors vous tirez carrément votre câble, ce qui est beaucoup plus long, beaucoup plus cher, mais il y a des boîtes qui le font. Les tours à micro-ondes, c'est une technique qui vous permet de... Alors la fibre optique, pardon, j'ai oublié de mentionner que la fibre optique, ça suit la terre. Donc vu que c'est enterré sous terre, si vous vous retrouvez face à un pont ou face à un immeuble, vous devez faire le tour. Alors quand on joue sur des microsecondes en termes de timing, le fait de devoir avoir 50 mètres de plus de fibre optique par rapport à un concurrent qui n'a pas ces 50 mètres, ça fait la différence. Les tours à micro-ondes, ça se débarrasse de ce problème-là. C'est des mâts, en général, des mâts de communication qui font 150-200 mètres, avec des gros systèmes qui ressemblent à des tambourins en fait, au-dessus des mâts, et qui transmettent en fait, l'équivalent de micro-ondes d'un point A à un point B. Il y en a beaucoup en fait dans le Benelux, en Belgique et en Hollande, qui transmettent directement en fait, qui font la route en fait Londres, Benelux, Francfort, qui sont des places de bourse, comme vous le savez, extrêmement actives. Donc ça permet de transmettre l'information plus rapidement que ses concurrents. Donc effectivement aujourd'hui on est dans la transmission de l'information de manière générale. Donc en fait tout ça pour dire qu'aujourd'hui les marchés financiers, comme je l'ai mentionné, c'est animé par des algorithmes et des systèmes autonomes, autant dans les investissements que dans l'exécution. Donc l'exécution, si vous allez aujourd'hui Euronext, qui a une place de bourse européenne, alors déjà, elle n'est pas du tout à Paris, elle est en Angleterre, elle est dans un bled qui s'appelle Basildon, qui est à une cinquantaine de kilomètres de Londres. C'est une énorme boîte, l'équivalent d'un Leroy Merlin ou d'un entrepôt du bricolage. Donc c'est vraiment une grosse boîte métallique, grande comme plusieurs stades de foot, réfrigérée, gardée avec des barbelés, des gardes armés jusqu'aux dents. Et à l'intérieur, tout ce que vous avez des serveurs et des systèmes de refroidissement pour les serveurs.
Donc ça, c'est pour la partie exécution. Maintenant, pour la partie prise de décision et investissement, la plupart aujourd'hui, énormément de systèmes d'investissement sont totalement automatisés. Alors, je ne vais pas utiliser le mot robot, c'est juste qu'ils sont automatisés. Ils vont traiter l'information de manière automatique, que ce soit de l'information basée sur les prix, à savoir le prix d'hier est plus haut que le prix de ce matin. Ça, c'est une information comme une autre. Ou alors, dans les états financiers, les résultats nets sont plus élevés au premier trimestre qu'au deuxième trimestre. C'est aussi une information qui est traitable de manière mécanique, automatique. Mais ça va aussi traiter en fait des news. Les systèmes aujourd'hui sont capables de lire des news, sont capables de lire des tweets, sont capables de lire des journaux, ils sont capables de lire des communiqués de presse, et ils sont capables de les interpréter. Enfin, ils sont capables, ils les interprètent pas tout seuls. Quelqu'un les a programmés pour interpréter. Mais ils sont capables d'interpréter, enfin finalement ils ont été programmés pour interpréter ce qu'ils lisent. Donc un exemple assez compréhensible, en fait, c'est par exemple sur Boeing, vous pouvez imaginer créer un système qui finalement va analyser si une compagnie d'avion annonce qu'elle a une commande supplémentaire de 300 avions pour tel ou tel pays ou telle boîte. Et puis ensuite, vous dire, OK, maintenant, mon système, je vais le tester dans le passé et voir comment le titre Boeing a réagi systématiquement à chaque fois qu'il y a eu une annonce comme quoi il y avait une commande de plus de X avions. Et vous pouvez tester ça sur les 20 dernières années et ensuite vous dire, je vais tester la réaction du titre sur la première seconde de l'annonce, les 10 premières secondes, la première minute, la première heure, et vous voyez où je veux en venir, la première semaine, le premier mois. Et puis ensuite, une fois que vous voyez s'il y a un pattern, une sorte je trouve pas le mot, mais enfin un pattern qui se dégage, alors vous pouvez mettre en place un système de trading automatique, un système de règles de trading qui va interpréter, une fois que la news va sortir, va l'interpréter en fonction des règles que vous avez définies, va prendre des positions dans un sens ou dans l'autre, et puis va être capable ensuite de garder ou pas garder cette position. Alors, on voit tout de suite le problème en fait que ça pose. Le problème que ça pose, c'est que ces systèmes, est-ce qu'ils sont vraiment capables comment est-ce qu'ils interprètent, à quelle vitesse ils interprètent, ils communiquent avec d'autres systèmes qui sont totalement automatisés. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça rend les marchés plus solides, moins solides? On a plutôt tendance à dire que non, en ce sens qu'aujourd'hui on est tous très dépendants de la technologie et on l'embrasse, on l'accueille à bras ouverts. Or, on a tous dans cette salle ici une fois au moins pesté contre son ordinateur qui ne démarrait pas, contre un écran bleu sur Windows, contre un téléphone qui s'arrête au milieu de nulle part, ou contre un bancomat qui mange sa carte. Alors, dans cette situation, pourquoi est-ce qu'on supposerait que des systèmes ultra complexes, ultra fragiles et ultra chers qui sont mis en place sur les marchés financiers, pourquoi est-ce qu'eux, ils ne seraient pas non plus... pourquoi ils ne seraient pas faillibles? Donc, moi, je pars de l'hypothèse qu'ils sont vraiment faillibles et qu'ils ajoutent de la fragilité. Donc, c'est le concept de Nassim Taleb, à savoir que les fragilités, c'est exactement l'opposé de la résilience, que les marchés financiers aujourd'hui sont très fragiles. Alors, malheureusement, depuis la dernière crise, celle de 2008, à part la crise européenne en 2011, il n'y a pas eu grand-chose. On a plutôt tendance à s'ennuyer. Enfin non, maintenant, là, c'est de nouveau un peu chouette. Mais sinon, on a plutôt tendance à s'ennuyer sur les marchés. Et l'avènement de la technologie a eu lieu surtout j'ai envie de dire, les 5-7 dernières années. Donc la technologie n'a pas vraiment été testée dans le cas d'une super crise vraiment systémique. Donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. En revanche, on a eu des épisodes relativement stressants, des flash crash, comme on les appelle, qui ont démontré la fragilité du système. Alors celui-ci, c'est le plus célèbre, c'est le flash crash aux États-Unis en mai 2010, où le S&P a perdu 8,7%, le Dow Jones a perdu 9, et quelques pourcents en espace de... Vous voyez, donc on part de 16h30 et on termine à 20h30, donc sur 4 heures. C'était début de session américaine, fin de session européenne. Le régulateur américain, les académiques, tout le monde s'est mis au travail juste après pour savoir d'où ça venait, qu'est-ce qui s'était passé, qui était le responsable. Alors, il y a un gars qui est en prison aujourd'hui, aux États-Unis. Il s'est fait attraper en Angleterre. Franchement, il a plus l'air d'un comment on dit, scapegoat en français.
d'un bouc émissaire, exactement, d'un bouc émissaire qu'autre chose. On ne saura certainement jamais le vrai du faux. On peut supposer qu'il y a des hypothèses comme quoi c'est un système qui a tourné la boule et qui a pris des ordres, ou qui a arrêté de donner de la liquidité au marché, ou qui a pris des ordres qui étaient beaucoup trop gros par rapport au marché à ce moment-là. En tous les cas, ça démontre une certaine fragilité du système. Donc le marché a perdu quasiment que 10% à ce moment-là. Certains titres ont perdu 90%, c'est revenu après. Certains trades ont été annulés, donc les investisseurs n'ont pas tous perdu quelque chose. Certains trades n'ont pas été annulés, certains investisseurs se sont retrouvés avec les yeux pour pleurer. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Octobre 2016, sur la paire de monnaie sterling contre dollar, moins 7%, ça arrive jamais sur les monnaies, à part lorsque la BNS a eu la bonne idée de se débarrasser du taux plancher il y a quelques années. Mais sinon, c'est des événements qui sont totalement improbables. Aucune idée du pourquoi, du comment. Et ça, le dernier événement, février 2018, sur le VIX, qui est l'indicateur de risque principal aux États-Unis, qui est l'équivalent d'une sorte, on appelle ça le Fear Index, qui a pris 30 points. On ne mesure pas en pourcentage là-dessus, mais c'est passé donc de 15 à 50. C'est le mouvement le plus gros dans toute l'histoire du VIX. Il y a eu probablement les machines les machines en sont responsables, on en est sûr. Le déclenchement, on ne sait pas trop pourquoi ça s'est déclenché. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que l'activité d'information, l'activité de news qui est arrivée un petit peu avant que l'événement se produise, c'était un petit peu gonflé. Donc on arrive facilement, en tout cas je trouve qu'on arrive assez facilement à conclure qu'aujourd'hui, malgré la couche de technologie à disposition, les marchés sont plus fragiles, que les systèmes de trading sont dépendants de technologie, sont aussi plus fragiles, et surtout le fait que l'information est devenue une matière première comme une autre, c'est quelque chose qui se monnaie, qui se paye, qui s'échange, qui a de la valeur. Maintenant que les systèmes et que les gens qui programment les systèmes considèrent que l'information a de la valeur, alors les marchés sont beaucoup plus présentent un risque plus grand par rapport à la mauvaise interprétation de nouvelles qui seraient fallacieuses, qui seraient manipulées, qui auraient été créées de telle manière à générer des profits ou quoi que ce soit. Donc, en conclusion, par rapport au point de départ, je trouve que le problème de la fake news, c'est le problème de la définition. Comme mentionnait Madame Kempfen, c'est vraiment très compliqué parce qu'on est tout de suite confronté au problème de la vérité, au problème de l'interprétation, etc. Donc il faut rester prudent de ce côté-là. C'est pas nouveau, en revanche, ça a été mis en avant par le président Trump. Aujourd'hui, ça a été mentionné plusieurs fois, le problème de diffusion est un problème réel qui est lié à la multiplication des sources. En tant qu'investisseur, ce qu'on doit faire, c'est surtout rester vigilant aux sources qu'on va utiliser, être sûr de ne pas rester le nez collé sur son smartphone et d'être capable d'admettre que finalement, de l'information en 140 caractères ou 280 caractères, même si c'est bien pratique parce que finalement, on peut la digérer en 3 minutes dans l'ascenseur, il n'y a pas de free lunch. Donc, si vous êtes capable de prendre une décision sur 140 caractères, le risque, il vient certainement avec. Si en revanche, vous avez dû faire vos devoirs et vous avez travaillé pendant des mois, des semaines ou en tout cas quelques jours de manière intense sur un sujet, vous êtes en meilleure condition pour être certain, pas pour être certain, mais pour avoir en tout cas minimisé le risque de tomber dans un piège. Donc c'est vraiment ça le message que je voulais vous faire passer, c'est qu'en tant qu'investisseur, on doit vraiment pas oublier que la recherche, l'analyse et le fait de faire son job correctement, c'est le meilleur outil de gestion des risques aujourd'hui, et encore plus avec ce problème de diffusion de fausses nouvelles. Voilà. Merci.